Bonjour et bienvenue dans A Tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alcool et de la dépendance. On estime qu'actuellement, 90% de personnes sont victimes d'une dépendance quelconque. Ceci peut aller d'une simple habitude à une addiction complète avec des effets néfastes, tant physiques que psychiques. L'une des addictions les plus courantes est l'alcool. En France, l'alcool est à l'origine de 45 000 morts chaque année. Celle-ci correspond à la deuxième cause de mortalité évitable dans notre pays. Qu'est-ce qu'une addiction? Qu'est-ce que l'alcoolodépendance? Quelle est sa prise en charge? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'A Tout Santé le professeur Nicolas Simon. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en addictologie, responsable du centre antipoison et toxicovigilance. Mais écoutez, c'est un beau titre pour un sujet comme ça va nous passionner. Le docteur Fabienne Favreau-Sabatier, vous êtes médecin addictologue, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Francis, un patient. Bonjour Francis, bonjour. Merci d'être avec nous pour témoigner. Et bien sûr Julia pour notre chronique qu'on retrouvera dans quelques instants. Bonjour Julia. Bonjour Alain. Alors nous parlons de l'alcoolisme et de la dépendance. Et la première question qui nous vient à l'esprit, qu'est-ce que l'addictologie, professeur Simon? Alors l'addictologie, c'est la science qui s'occupe des addictions. Donc il y a eu énormément de progrès ces dernières années en termes de recherche scientifique sur les addictions. On pourrait définir ce que sont les addictions, on va le faire. Et c'est quelque part, je dirais, l'addictologie, l'ensemble ça regroupe l'ensemble des spécialistes qui traitent de dépendance et d'addiction. Est-ce qu'une addiction est toujours liée à un produit comme l'alcool par exemple? Non, vous avez raison de pointer du doigt. Effectivement, vous avez des addictions avec substance et des addictions sans substance. Donc dans les addictions avec substance, on pense à l'alcool, le tabac, les produits illicites, etc. Et vous avez les produits et les addictions sans substance. Alors on va penser au jeu, on va penser au sexe, on va penser au sport, encore que, mais ça existe. Et puis tout ce qui est jeu effectivement de hasard, d'argent, etc. Et quel est le rôle de l'addictologue? Alors l'addictologue, c'est la personne qui va prendre en charge ses patients, les orienter, les traiter et les aider à sortir, et j'ai bien dit aider, à sortir de ces addictions pour leur permettre, je dirais, d'avoir la vie la plus normale possible. Merci professeur. Alors nous allons voir dans un reportage qui suit la prise en charge dans un centre spécialisé, le XAPA, un centre spécialisé dans le soin et l'accompagnement et la prévention en addictologie. Un reportage proposé par Patrick Loez. On est au sein du XAPA, donc Centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions. Ce centre est situé au sein de l'hôpital général d'Aix-en-Provence. Donc nous accueillons les personnes qui ont une consommation excessive ou une dépendance à un produit, une substance psychoactive licite ou illicite. Bonjour mesdames. Venez pour le groupe de parole? Oui. Allez, entendu. Écoutez, on y va. Je crois qu'on est dans les temps. Le drame de la dépendance, quelque part, c'est de surtout pas écouter autour de soi et de rejeter systématiquement la faute sur l'entourage d'ailleurs, tout simplement, mais pas de reconnaître la sienne. Moi, ça a été plusieurs échecs, on va dire, je me répète, mais c'est plusieurs échecs répétés pour me faire prendre conscience qu'à un moment donné, l'alcool prenait toute la place dans ma vie et ça obsédait toutes mes pensées et il n'y avait que ça comme réflexion. À la base, la demande pour l'alcool peut être une demande qui va être basée sur la réduction de la consommation, sur la gestion de la consommation, ou alors une demande d'abstinence. On sait que l'abstinence, qui était avant un peu le dogme, n'est pas envisageable pour la majorité des personnes qui consomment de l'alcool. Il faut aussi arriver à accepter qu'on soit malade et qu'on puisse devenir un patient, quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'aide. Il faut qu'on prenne en compte la personne dans son ensemble, pourquoi elle vient, ses difficultés sociales, familiales, professionnelles, qu'on comprenne la place du produit dans sa vie pour pouvoir l'accompagner au mieux. Ce qui pose des problèmes, c'est quand on commence avant, bien plus tôt,
à boire et qu'on continue à la suite du déjeuner ou du dîner. C'est là qu'on commence à s'apercevoir qu'effectivement, il y a un problème. Pourquoi les autres ne le font pas et vous, vous le faites? Moi, je viens assez régulièrement, donc voir mon addictologue, mais aussi pour suivre une psychothérapie et participer aussi au groupe de relaxation, les réunions d'expression aussi sur les usagers. Je suis un usager, on va dire, d'un centre de soins. J'ai été très entourée, très prise en charge tout de suite et j'avoue que franchement, ils sont formidables, ce sont des gens formidables qui valent le coup d'être connus. Je suis pas là pour jeter la pierre à ceux qui ne viennent pas au centre du XAPA, mais c'est vrai que ça manque à être connu. Ça manque à être connu, les XAPA. De retour sur le plateau d'Atout Santé où nous parlons d'alcoolisme avec un superbe reportage. Vous êtes des gens formidables, hein, on a entendu dans le reportage. Alors avant d'aller dans le détail, quels sont les effets en fait, de l'alcool sur l'organisme ? Alors, les effets de l'alcool sur l'organisme sont variés. Ça va dépendre de l'individu, ça va dépendre du mode de consommation, etc. Mais on sait tous qu'il y a beaucoup d'organes qui vont être touchés par une consommation excessive et par, a fortiori, une addiction à l'alcool. À quel moment on parle d'alcoolisme ou de dépendance à l'alcool ? Alors, la définition ne permet pas de dire oui, non, addict ou pas addict, dépendance ou pas dépendance. C'est quelque chose qui va se faire graduellement. Hein. Donc, ce qu'on peut dire de façon simple, c'est qu'il y a une perte de contrôle, je dirais, de quelque chose qui au départ est un comportement soit pour, à titre festif, soit pour soulager un mal-être. Petit à petit, le patient va perdre le contrôle sur ce comportement. Et combien même... Il ne s'en rend pas compte en fait. Il ne s'en rend pas compte, tout à fait, ça se fait de façon tout à fait insidieuse. Et combien même il n'a plus de bénéfices, il continue. Et souvent, il a même un inconvénient à continuer à boire, mais malgré ça, il n'arrive pas à s'arrêter. Alors, docteur Favreau-Sabatier, vous les accueillez régulièrement dans le XAPA. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça se passe ? Donc, le XAPA, c'est un centre ambulatoire d'addictologie, de soins en addictologie, qui permet d'accueillir avec une équipe pluridisciplinaire toutes les personnes qui se présentent. C'est-à-dire que moi, je sens que j'ai une addiction, je regarde l'émission et je me dis, tiens, il faut que j'aille vite voir le docteur dans ce centre. Donc, c'est un centre de soins, d'accompagnement, de prévention. Comment on fait pour venir vous voir, en fait ? En addictologie. Et donc, du coup, pour venir nous voir, écoutez, c'est simple, il n'y a pas de modalité particulière. Vous présentez ou vous téléphonez au XAPA. Donc le numéro, vous allez pouvoir le trouver soit sur des sites internet comme Drop Gain Info Service ou un site associatif comme l'AMPA. Et la secrétaire médicale vous recevra. Rendez-vous, après vous les rencontrez. Comment se passe la prise en charge du patient ? On a vu dans le reportage qu'on n'avouait pas forcément au départ qu'on était malade, mais vous abordez comment le patient qui arrive pour parler de sa dépendance ? Donc les missions du XAPA, c'est l'accueil, l'information, l'écoute, l'évaluation et l'accompagnement personnalisé. Puis après, si besoin, une réorientation. Donc du coup, l'équipe pluridisciplinaire avec médecin, psychologue, travailleur social, diététicienne va être amenée, et secrétaire médical va être amenée à accompagner la personne lors de consultations ou lors de groupes. Par exemple, on a vu là dans le reportage que Francis participait à un groupe de parole avec deux personnes de l'équipe, Madame Daez et Madame Dussard, mais ça peut être aussi dans des groupes de relaxation. Ça va être vraiment au cas par cas. C'est la carte un peu. C'est au cas par cas. Francis, merci d'être à nos côtés. On a vu que vous, pour rentrer dans ce type de centre, il faut pousser la porte, et en acceptant d'être malade, l'alcoolisme, c'est considéré, quand on va voir des addictologues, comme une maladie. Comment vous avez eu le déclic pour pousser cette porte ? Comment j'ai eu le déclic, ça a été un peu compliqué. Parce que je ne voulais pas m'avouer que j'avais un problème avec l'alcool. Mais bon, il a fallu que je passe par plusieurs hospitalisations pour que je me rende compte que j'avais un problème. Et c'est suite à ces hospitalisations que j'ai pu entrer en contact avec le XAPA pour commencer à consulter. Et comment était venue cette dépendance ? Est-ce que ça a été sournois ? Ça a été subi ? Ça a été... moi, j'ai commencé à boire très tôt, à l'adolescence. Donc c'est par là que j'ai commencé à boire. Et puis au fil du temps, commencent, hein, beaucoup de commencent, oui, les jeunes à ce moment-là. Et puis j'ai continué à
à boire de l'alcool tout au long de ma vie, d'adulte aussi. Est-ce que vous avez vu arriver cette dépendance? Vous sentiez que vous aviez besoin d'alcool ou envie? Le besoin, en fait, c'est plutôt le besoin voilà, qui s'est fait sentir plutôt que l'envie. Et en fait, je pense que c'est je dirais le propre de la dépendance, c'est le besoin qui prime par rapport à tout. Et est-ce que dans l'environnement, qu'est-ce que ça crée dans l'environnement, dans votre environnement social? Dans mon environnement proche, ça a été compliqué d'évoluer toutes ces années, et il a fallu que je traverse des périodes difficiles dans ma vie pour tomber encore plus bas, pour me rendre compte que j'avais un réel problème avec l'alcool. Qu'après, il y avait un potentiel en rencontrant le XAPA, et là, on vous a pris la main et vous avez réussi à passer les étapes pour... J'ai pu voilà, m'inscrire dans une démarche thérapeutique et suivre un traitement médical, mais aussi un suivi psychologique et social. Et à partir de là, j'ai pu me donner la force nécessaire pour arrêter l'alcool à un moment donné. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par l'alcoolisme en France? Alors, touchés par l'alcoolisme, il y a beaucoup de personnes qui consomment. Qui consomment, mais qui sont alcooliques. Alors, qui ont vraiment, je dirais, un usage problématique. Il y a plus de 3 millions de personnes, quand même. 3 millions, donc, c'est effectivement un problème qui est extrêmement répandu en France. Et c'est pour ça, c'est tout l'intérêt, effectivement, d'en parler et d'enlever la culpabilité. Enfin, je veux dire, il faut pouvoir en parler. Il faudrait pouvoir enfin en parler. Je dirais facilement. Et quelles sont les recommandations qu'on peut faire à nos téléspectateurs de bon usage d'alcool, un verre, 2 verres, une bouteille, à quelle échéance, à quel rythme Alors, bon, moi, je me garderais bien de dire effectivement quelle quantité il ne faut pas dépasser, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas véritablement de zone sans risque. Hein. Toute consommation d'alcool apporte sa quantité de risque. Alors, effectivement, plus la quantité va être importante, plus le risque va être important. Ça, c'est clair. Alors, il y a un cas particulier qui est celui de la femme enceinte, où là, c'est 0. C'est interdit. Là, c'est 0. Ça, on le rappelle, hein, mesdames, si vous êtes enceinte, 0 alcool. Hein, c'est pas autorisé par le professeur Simon. Alors merci pour ces réponses, merci pour tout ce partage. Alors je garde juste une question des téléspectateurs qu'on me donne à l'oreille. Est-ce que cette maladie est héréditaire? De Julie de Brest, on la salue au passage. Alors, héréditaire, il faut savoir qu'il y a une vulnérabilité. Ça, c'est clair. Alors, ce n'est pas une maladie dont l'origine est uniquement génétique. Mais il y a une vulnérabilité familiale, effectivement. Merci pour vos réponses. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à notre chronique pédagogique avec le docteur Julia Marouani. Alors voilà le constat. L'alcool est responsable d'1 décès sur 4 chez les jeunes. Alors que la consommation globale d'alcool est plutôt en diminution, il existe depuis à peu près 10 ans une augmentation chez les environ 13-25 ans des consommations ponctuelles d'alcool en grande quantité, avec augmentation des états d'ivresse et ce, de plus en plus tôt en âge. Or, la précocité de l'expérimentation de l'alcool est un indicateur de risque futur de dépendance et d'abus. La plupart des ados boivent pour des raisons sociales, festives, peu pour échapper à leurs problèmes ou vaincre leur timidité. Ils boivent surtout le week-end, pas pour le goût de l'alcool comme peuvent le faire les adultes, mais surtout pour les effets. Le binge drinking, qui on peut traduire en beuverie express, donc est une pratique qui est prisée par les jeunes et qui consiste à s'alcooliser le plus rapidement possible pour avoir très rapidement les effets de l'alcool. Les jeunes ont une vision de l'ivresse qui est positive. Ils sont gais, ils sont détendus, ils rient, et ils ne pensent pas aux effets négatifs de l'alcool. Je vous rappelle que l'alcool c'est un neurotoxique et que notamment au niveau des jeunes cerveaux, il va entraîner des problèmes de mémoire et affecte les fonctions de l'apprentissage. Alors l'alcool c'est aussi responsable, comme vous le savez, de coma éthylique, mais aussi d'accidents qui ne sont pas seulement des accidents de la route, des noyades, des chutes sévères, mais aussi des violences sexuelles et des rapports sexuels à risque. Alors face à ces constats, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents pour essayer d'éviter que nos jeunes arrivent dans l'abus d'alcool et puis à la dépendance? La première chose qui ressort des études, c'est montrer l'exemple. Les études montrent que si les parents consomment de l'alcool régulièrement, quotidiennement, que ce soit en dehors ou pendant les repas, les enfants ont 4 fois plus de consommation à problème. Et il faut
ne faut pas être indifférent face à la consommation d'alcool de son enfant. Les parents en fait, jouent un rôle modérateur décisif et en l'absence de ce contrôle parental, ils ont beaucoup plus de risques d'être des consommateurs à problème. Je crois qu'il faut aborder vraiment le sujet avec les jeunes, les enfants ou les autres. Et ce n'est pas l'aborder qui va inciter à consommer de l'alcool, mais ça va permettre d'ouvrir le dialogue et d'identifier les situations à risque. Merci Julia. Alors ouvrez le dialogue, parlez-en. Je crois que c'est essentiel pour parler de cette problématique de l'alcool. Alors dans la deuxième partie de notre émission, nous allons aller voir la prise en charge hospitalière d'un patient atteint d'alcoolisme. Un reportage tourné avec le docteur Michael Bazin, proposé par Patrick Loez. L'addictologie est une discipline médicale transversale qui accompagne, prend en charge, traite les situations addictives des patients, qui peuvent être des situations avec produit ou sans produit. Ça concerne toutes les tranches socioculturelles de la population. Je suis venue ici pour une addiction à l'alcool. Mon bref parcours a été une hospitalisation de 12 ou 15 jours en hôpital jour-nuit, où j'ai été très bien prise en charge. À la suite de quoi j'ai regagné l'hôpital de jour. Et là, je suis en fin de parcours, donc je m'en vais la semaine prochaine. Si on prend l'exemple de l'alcoolodépendance, les patients décrivent une situation dans laquelle ils perdent le contrôle de la consommation et avec une liste de plus en plus importante de conséquences néfastes sur leur existence, dans le champ somatique, dans le champ psychique, dans le champ social. Le moment de la prise en charge hospitalière, si on part du court séjour, c'est le moment du sevrage, où le patient va être accompagné en sécurité pour arrêter sa consommation en évitant le maximum de complications. S'en sortir toute seule, absolument pas. C'est trop difficile. Il faut déjà une aide médicale avec un traitement médical adapté. Ensuite, il faut évidemment beaucoup de volonté. Et le fait d'être en groupe en hôpital de jour, je veux dire qu'on s'entraide un petit peu entre nous, sans oublier les groupes de parole que l'on a régulièrement, sans oublier les psychologues qui peuvent nous accompagner aussi. En cas de souci, il y a une assistance sociale, etc. On a un suivi très adapté, je veux dire, à nous aider à guérir, à nous en sortir. Je suis heureuse pour tout en fait. Je suis heureuse d'avoir été soignée, d'être redevenue moi-même parce qu'on n'est pas toujours dans son état normal quand on consomme. Je suis heureuse d'avoir connu l'équipe de l'hôpital de jour, que ce soit médical, que ce soit les copains et les copines. Je suis heureuse de repartir. De retour sur le plateau d'Atout Santé, où nous sommes en compagnie toujours du professeur Nicolas Simon. Le docteur Michael Bazin nous a rejoint. Bonjour, vous êtes praticien hospitalier, addictologue, et vous êtes accompagné de votre patient Claude. Bonjour Claude, merci d'être à nos côtés. On a vu le reportage, donc il y a une certaine complicité qui s'établit entre l'équipe médicale et le patient. On est bien, on a même envie de revenir, j'ai vu. Alors vous, avant d'y aller, vous avez peut-être nous raconter un peu votre histoire, comment vous êtes arrivé dans ce service. Comment je suis arrivé dans le service? Je peux parler aussi de comment je suis arrivé à l'alcoolisme. Oui, déjà, oui. Moi, je suis arrivé dans l'alcoolisme, je suis né dans une famille bordelaise. Ah, et donc, ça aide, ça aide. Voilà, le vin à table, j'ai connu ça toute ma vie. Et mon père ne buvait que du vin à table. Donc, c'est vrai, j'ai commencé à boire à l'âge de 14 ans. Et j'ai continué insidieusement à boire pendant mes études, après mes études. Je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et j'ai bu du vin à table, ensuite des apéritifs, le midi, le soir. Et puis, ma vie familiale commençait à trébucher. Ma femme m'a quitté. Je me suis retrouvé seul, donc je me suis enfoncé dans l'alcool, mais des alcools forts. Donc de plus en plus. Ensuite, j'ai fait la bringue. Je suis parti un peu faire n'importe quoi au Maroc, en France. Je me suis remarié et puis j'ai redivorcé. Et j'arrivais à boire de l'alcool, des quantités très importantes, puisque je ne pouvais plus me lever le matin sans aborder mon petit déjeuner avec un verre de whisky, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et à quel moment vous avez pris conscience qu'il fallait faire quelque chose? Alors ça a été un déclic un matin.
Un matin, en me levant, bien vérifier que la bouteille d'alcool est là. Et en arrivant dans la salle de bain, je me suis regardé dans la glace et j'ai vu quelqu'un d'étranger, j'ai vu un extraterrestre. Et je me suis dit, c'est terminé. Alors j'ai appelé mon médecin traitant, qui m'a redirigé immédiatement vers le docteur Bazin. Et là, donc la rencontre avec le docteur Bazin, comment vous avez la prise en charge d'un patient comme monsieur, comment ça se passe? D'abord, c'est un accueil. Donc, il y a une décision, on a bien entendu, du patient. C'est lui d'abord qui détient la décision de venir se faire soigner, accompagné la plupart du temps par un ou plusieurs soignants. Et ensuite, donc, l'hôpital reçoit une demande. On regarde si les critères sont réunis quant à la préparation avant cette prise en charge. Quels sont les critères? Pour aller vers la démarche. C'est un patient qui doit avoir maturé, qui doit avoir d'abord accepté son statut de, on l'a entendu aussi tout à l'heure, de malade, en tout cas de personnes qui se pensent... Vraiment une prise de conscience déjà, hein, oui. qui a eu envie de s'en sortir. Oui, et qui est dans un stade d'acceptation de cette pathologie, de cette perturbation qu'est la maladie alcoolique. Et qui est prêt aussi à se confronter au cadre hospitalier, aux démarches qu'on va lui expliquer à l'arrivée. Et ça, c'est les partenaires professionnels avec lesquels on travaille qui le font en amont de l'hôpital. D'accord. Et comment se passe, quand il arrive à l'hôpital, comment se passe la prise en charge? Quelles sont les étapes? Le patient est accueilli, informé sur le déroulé du séjour, les traitements qui vont être mis en place, la durée du séjour, si on parle du sevrage d'alcool, ça dure une dizaine de jours. Et quels sont les traitements? Est-ce qu'il y a maintenant des traitements adaptés au sevrage? Oui, il y a des traitements qui sont reconnus comme étant standards pour le traitement du sevrage à l'alcool, alors après qui sont adaptés selon l'importance, l'ancienneté de l'éthylisme et selon certains paramètres un peu individuels. Plus on boit depuis longtemps, plus c'est difficile de se sevrer ou non? On peut considérer que l'ancienneté, en tout cas, est un facteur de gravité. Ça peut modifier l'évolution des sevrages s'ils se répètent depuis plusieurs années. Professeur Simon, est-ce qu'il existe d'autres prises en charge autres que celle-là pour l'abstinence? Oui, alors ce qu'on peut proposer chez un certain nombre de patients, c'est une réduction de la consommation. Ça, c'est important à entendre parce qu'effectivement, un certain nombre... Jusqu'à présent, voilà, tout le monde disait qu'il faut arrêter du jour au lendemain. Voilà, tout à fait. Alors, on sait qu'il y a un certain nombre de patients, beaucoup, vont pouvoir bénéficier d'une réduction de consommation. Et en alcoolologie, une réduction de la consommation peut non seulement s'entendre plus facilement par un certain nombre de patients, mais peut être tout à fait bénéfique et suffisante. À qui s'adresse cette option? Alors, ça s'adresse effectivement pas à tous les patients. Déjà, il ne faut pas qu'il y ait de maladies évolutives en rapport avec l'alcool. Il faut qu'il n'y ait pas d'antécédents, je dirais, d'épilepsie, des choses comme ça. Alors, monsieur Bancelin, quel est le facteur déterminant qui a fait que vous avez décidé de vous arrêter et de continuer donc une nouvelle vie aujourd'hui? Un des plus déterminants, c'est que juste avant, j'avais fait un burn-out au niveau du travail. Que l'alcool à la famille, c'est une chose, mais quand l'alcool commence à se voir au travail, c'en est une autre. Et donc, il y a eu un rejet de ma personne au travail, de ma part, un rejet du travail, donc burn-out, donc arrêt de travail, voilà. Donc ça se complexifie de suite. Cumul qui se complexifie et on n'arrive plus à s'en sortir, quoi. Et si vous aviez un message à passer à des gens qui sont encore dans la dépendance et qui n'ont pas osé faire le pas, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est difficile de donner un conseil. J'ai des amis qui sont dans ce cas-là, à qui j'essaye de leur dire « mais regarde, moi j'y suis arrivé, pourquoi tu n'y arriverais pas? Regarde, tu es dans le déni ». C'est très compliqué dès lors que la personne en face est dans le déni. C'est se persuader soi-même qu'effectivement on est malade. Se persuader qu'effectivement se l'avouer. Parce qu'on ne se l'avoue jamais. Non, non, c'est pas moi, je ne bois pas, oui, ça va, quoi. Et le message, c'est arriver à faire comprendre que ce n'est pas grave, que c'est pas une tare, c'est une maladie qu'on peut au niveau si on de la l'accepte, sécurité sociale, contrôler. Au niveau des services hospitaliers, il y a des gens admirables qui sont là pour nous soigner et que je remercie toute l'équipe du docteur. Merci pour ce témoignage. Alors, osez prendre soin de vous, osez vous avouer que c'est une maladie et qu'on peut la soigner. C'est pas la fin du monde. Il faut passer la porte de chez votre médecin et puis en parler librement, sans prise de tête. Je crois que c'est le plus simple. En tout cas, merci pour ces beaux témoignages. Nous allons passer à la rubrique Fan de santé avec Fanny Masmejean. Vous considérez-vous comme alcoolique? Oui ou non?
Savez-vous qu'on peut être alcoolique sans le savoir? Oui, parce que l'alcool est malin. Il nous entraîne vers un alcoolisme dit alcoolisme mondain. On boit juste quelques verres au départ, voilà, au déjeuner, à l'apéro, puis au dîner. Et ça devient une habitude et doucement, on se prépare aux cirrhoses, au cancer et bien d'autres choses. Alors, à quel moment parle-t-on d'alcoolisme mondain? Eh bien, quand on dépasse 3 verres par jour, on peut commencer à se poser des questions. Pour ma part, j'ai 3 conseils à vous donner pour répondre à ces questions. Tout d'abord, ceux qui sont conscients d'aimer l'alcool doivent repousser au plus tard possible le premier verre. Puisque oui, au plus tard vous commencerez à boire, au moins vous boirez. Démarrez également avec l'idée qu'entre chaque verre d'alcool, vous boirez un verre d'eau pour vous réhydrater. Et puis lors d'une soirée festive, pensez à poser votre verre lorsque vous parlez. C'est un simple réflexe parfois, et tenir un verre à la main, ça vous conditionne. Donc ça vous incite en même temps à boire. Donc à éviter cela. J'espère que vous suivrez mes conseils et quant à moi, ce sera une orange pressée s'il vous plaît. Merci. Alors c'est la fin d'Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Et nous remercions bien sûr tous nos invités et nos téléspectateurs, toujours de plus en plus nombreux. Un petit coucou à nos télés en Belgique qui nous diffusent encore aujourd'hui. En attendant, vous pouvez retrouver l'émission Atout Santé sur YouTube, nous envoyer des messages sur Facebook et Twitter sur Atout Santé. D'ici la prochaine émission, soyez tous acteurs de votre santé.